Alors, le 2. Le 2, alors, on vous dit, enfin, j'ai intitulé cet exercice théorème du moment statique. En gros, dans le premier exercice, que j'avais appelé théorème de la résultante statique, il suffisait d'appliquer uniquement le théorème de la résultante statique, c'est-à-dire que la somme des forces doit être nulle pour que le solide reste à l'équilibre, pour trouver la solution. Dans cet exercice-là, en fait, vous aviez un solide soumis à 3 glisseurs et avec la norme de Q qu'on connaît et les normes de FA, FB que vous ne connaissez pas, et en fait, vous ne connaissez pas non plus la direction des efforts FA et FB. Par exemple, pardon, pas la direction, le sens des efforts FA et FB. Par contre, vous connaissez la direction et vous voyez bien que ces 3 glisseurs sont concurrents ici en un point O. Ok. Et si vous regardez la démonstration du théorème d'un solide soumis à 3 glisseurs non parallèles, et bien en fait, quand on démontre que ces 3 glisseurs doivent être concurrents, c'est l'équation du moment. Donc en fait, là, l'équation du moment, elle ne va pas me donner d'autres informations que celles que j'ai déjà, c'est-à-dire que le moment en haut doit être nul. Donc c'est pour ça que rien qu'avec le terme de la résultante, on s'en sort. Cet exercice 2, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a un effort ici qui est dirigé comme ça. D'accord? Que je vais appeler l'effort du câble sur le levier. Il est dirigé par AB. Ok? Si j'isole le levier, donc j'ai cette force P là, qui est entièrement connue. Entièrement connue, c'est-à-dire je connais sa direction, son sens et sa norme. Et j'ai aussi en fait une force ici au point C. Donc j'ai aussi la force ici que je connais pas vraiment en fait, l'effort du bâti sur le levier. Et ça je la connais pas. Donc j'ai potentiellement une inconnue en X et une inconnue en Y. Ok. Mais cette force là en fait, donc ces deux inconnues là, elles m'intéressent pas. Donc si on fait un petit bilan des inconnus de notre problème en fait, on a 3 inconnus. Si je compte mes inconnus, regardez, j'ai une inconnue ici, ça c'est une inconnue, ça c'est une inconnue, et j'ai en fait, si je réécris cet effort-là, ça je sais que cet effort-là, je peux l'appeler FC sur L, d'accord, donc en valeur algébrique, porté par un vecteur unitaire qui est dirigé par, alors pardon, pas AB, mais BA. Et pour avoir un vecteur unitaire, j'écris BA divisé par sa norme. Okay. Et donc j'ai 3 inconnus, YC, XC, et cette chose-là. D'accord? C'est bon? 3 inconnus, je suis sur un problème plan. Donc si j'applique le principe fondamental de la statique, je peux avoir 3 équations dans le plan. Et comme je veux déterminer qu'une de ces 3 inconnues, eh ben, je dois pouvoir, peut-être, la déterminer avec une seule équation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bah, on appelle cet exercice le théorème du moment. Moi, je ne veux pas déterminer YC et XC. Donc en fait, je vais appliquer le théorème du moment statique au point C. Pourquoi? Parce que le moment en C de l'action du bâti sur le levier, ça c'est égal au vecteur nul. Pourquoi? Parce que j'ai une articulation, j'ai une pivot d'axe CZ. Donc si j'applique le théorème du moment en C, il faut que je calcule le moment en C de l'action de P sur le levier et le moment en C de
l'action du câble sur le levier. Donc ça, bah, je dis que c'est le moment en D de l'action de P sur le levier. Plus CD vectoriel P. Ok. Et ça, je dis que c'est le moment en A de l'action du câble sur le levier. Plus CA vectoriel la force du câble sur le levier. Tout le monde me suit? Alors, comme j'ai des glisseurs, ces deux moments ils sont nuls. Ok. Et CD vectoriel P, alors soit vous écrivez le produit vectoriel bien proprement en disant que CD c'est porté par Y, que P c'est porté par X, et donc que CD vectoriel P ça me fait du CDY, donc 150Y vectoriel PX. Soit vous voyez assez vite que, d'un point, pour faire un peu des produits vectoriels avec les mains, que ici vous avez un angle droit, donc vous n'allez pas avoir de sinus qui va intervenir dans votre produit vectoriel, et donc il suffit de faire le produit des deux normes, norme de P fois norme de CD, et que là, a priori, vous avez une force qui va tendre à faire tourner, donc à créer un moment négatif autour de C, à tourner dans le sens horaire et pas dans le sens trigo. Donc vous allez avoir un produit vectoriel qui est négatif. Et donc là, vous trouvez en gros du moins 150, si je reste en millimètres, P porté par Z. Ok. Pour le deuxième, bah vous voyez aussi que vous avez potentiellement un angle droit ici. D'accord. Et donc que ce produit vectoriel il va être positif parce que là pour le coup vous allez dans le sens trigo. Et donc il suffit de faire norme de ce bras de levier là, donc CB, fois la norme de FCL. Ok. Donc en fait vous avez plus CB fois FC sur L porté par Z. Et maintenant, si vous êtes bon en Pythagore, vous voyez que vous avez un côté ici qui vaut combien? Qui vaut 100 mm. D'accord? Parce que si vous faites racine carrée de 60 au carré plus 80 au carré, ça fait 100. Alors ça, c'est... ça, au passage, c'est une petite... quand on vous a parlé de Pythagore, la première fois, on vous a peut-être dit que Pythagore, c'était utilisé... il y a une petite histoire qui circule, alors je la connais plus très bien, mais une petite anecdote dans les jardins de Versailles, du palais de Versailles. Les jardiniers ils utilisaient une corde à nœuds, ils faisaient des nœuds, tous les mètres, et une corde qui avait une longueur de 3 plus 4 plus 5, c'est-à-dire 12, et qu'ils tendaient leur corde de telle manière à avoir 3 mètres, c'est-à-dire 3 nœuds d'un côté, 4 nœuds de l'autre, et 5 de l'autre, pour être sûr d'avoir un angle droit ici. Parce que 9 plus 16, ça fait 25, ça fait bien racine carrée. Enfin, ça fait bien 5 au carré. Okay. Là, vous remarquez bien qu'il suffit de mettre un facteur 2, enfin de mettre un facteur 20, pour retomber sur le même triangle. Bon, ça c'est une petite aparté. Et donc, au passage, vous avez le théorème du moment statique projeté sur Z. Donc, le théorème du moment statique en C projeté sur Z, ça vous donne l'équation moins 150 P plus 100 F de C sur L égale à 0. Et donc, vous trouvez que
l'effort de C sur le levier, du câble donc sur le levier, c'est égal à 3,5 de P. Le signe plus, il vous montre que la force est bien vers le haut. Ok. Et ce rapport 3,5, en fait, bah, vous le retrouvez dans le rapport des bras de levier. D'accord. Celui-ci, ce bras de levier, il est 1,5 fois plus grand que celui-là. Donc c'est normal que cette force-là doit être 1,5 fois plus grande que cette force-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions?